Salut, c'est Juliette et Thomas de la Fondation Zoën. Comme vous le savez peut-être, la Fondation Zoën a un conseil scientifique. Ça veut dire un groupe d'experts super calés dans plein de domaines comme le climat, l'économie, la politique, la philo. Grâce à ça, ça permet à la Fondation d'être au top d'un point de vue de l'information scientifique. Mais on peut également les mobiliser pour passer de la théorie à la pratique. Aujourd'hui, on va voir Jacques Dubochet. Il est biophysicien et chimiste et il a même un prix Nobel. Quand tu l'écoutes parler, tu sens vraiment la sagesse. En plus, il est à fond engagé dans la transition écologique, et particulièrement au niveau local, à Morges. C'est tellement beau quand tu vois son optimisme et son enthousiasme et surtout sa foi en les jeunes. Comme il dit, ils se bougent ces gamins. Aujourd'hui, c'est Philippe, salut Philippe, qui a l'air interviewé. Salut Thomas. Il faut du temps, paraît-il, pour devenir jeune. Eh bien, ici et maintenant, Jacques Dubochet est vraiment devenu jeune d'esprit. Vous êtes conseiller municipal à Morges. Oui, voilà. Est-ce qu'on vous écoute? Vous voyez, c'est pas important. Ah bon? Non, c'est pas moi qu'on doit écouter. Moi, je peux vous dire que je suis très triste de voir combien on m'écoute pas, mais c'est pas grave. Même avec le titre de prix Nobel? Ouf, ça produit probablement un peu plus de... Ça me donne l'occasion d'ouvrir plus la gueule, mais je crois pas que ça rend beaucoup plus convaincant. Sortir du carbone d'ici 20 ans, mais franchement, est-ce que c'est possible? Ouais, oui. Comment? Bon, écoutez... Par exemple? Il y a 1000 moyens, il y a des grands moyens. On arrête les voitures, on remplace toute la mobilité par une... D'abord, on retient la mobilité, on diminue, et puis on a des véhicules électriques autoconduits, il n'y a plus de véhicules privés, etc. Voilà, ça c'est des possibilités. On a le chauffage à distance, on a les pompes à chaleur, on a tout ça. Mais on pourrait prendre des mesures toutes simples. Il n'y a personne qui entre sur l'autoroute aux heures de pointe. Vous savez, quand c'est bloqué entre Lausanne et Morges, personne n'entre s'il n'y a pas trois personnes par voiture. Terminé. Donc des mesures de contrainte. Oh, mais ça, je m'en fiche. Il faut bien, évidemment qu'il faut des mesures de contrainte. On a eu la contrainte sur les ceintures de sécurité. Il y avait à l'époque, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un vote là-dessus, mais il y avait un groupe qui voulait empêcher la loi sur les ceintures de sécurité. Oh, ma foi, tant pis. Hein. Oui, il faudra se bousculer. Ah, ça n'ira pas tout seul. Mais on ne va pas arrêter. Il faut... Que faire-t-on avec les avions? Si je ne m'abuse, une partie significative de la pollution due au trafic, c'est les avions. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'aller faire un week-end à Barcelone pour 50 balles. Non? Revenons aux voitures. Comment voyez-vous la circulation automobile dans 25-30 ans? Imaginons, quelle serait-elle? Moi, j'aime beaucoup cette idée d'avoir une régie fédérale qui met à disposition, sur appel par le portable, des petits véhicules électriques, des tout petits pour porter une personne, des plus gros pour en porter 5, des petits autocars, des voitures de déménagement quand j'ai besoin de transporter beaucoup de choses à droite et à gauche, appel comme ça, électrique, régie, et voilà. Et puis on voyagera moins, on fera du travail local, on n'ira pas à Genève pour travailler dans mon grand institut et quand on a une ville à Apple, etc., etc. Il faut qu'on change toute notre écologie. Et puis vous voyez, une autoroute comme Lausanne-Genève, par transport en voiture autoconduite, eh bien, transporte 3 fois plus de monde. D'autre part, plus de places de parc, plus de garages. Vous voyez la place pour mettre des fleurs dans les villes? Oh, non, ce serait formidable. Quelques mots sur ces réfugiés climatiques. On dit qu'ils pourraient être un demi-milliard. Les réfugiés tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est rien quasiment à côté de ce qu'on pourrait constater. Comment voyez-vous la venue de ces réfugiés climatiques? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Régler le problème de la température et du climat, ça paraît pas grand-chose, comparé à vivre harmonieusement l'un avec l'autre. Et au fait, ça, c'est la chose la plus dure qu'il nous faut apprendre. Vivre et partager. C'est passer du jeu
au nous. Ouais, Toute l'affaire est là. Ben oui, c'est ça. Eh oui, mais ça va être dur. Mais c'est là que, quand même, on a en nous cette bienveillance innée, cet altruisme inné qui est caché dans qui est visible chez beaucoup d'entre nous, qui est caché chez d'autres, vachement caché. Mais l'homme est capable de collaborer. On a vu ça, il y a eu il est capable de saisir un défi gigantesque. Bon, je cite volontiers un défi difficile. Décembre 1941, les Américains étaient se tenaient hors de la guerre en Europe, n'aimaient pas du tout ça, mais ils ne voulaient pas se mêler, tout ça. Pearl Harbor, et du jour au lendemain, ils sont complètement, et ils mettent toute leur force et toute leur économie pour un seul but, on va gagner. Et vous savez, croissance, est-ce que ma firme fera quand même le 2%, etc. Et on raconte l'histoire de cette grande firme, GMC, je crois, qui, à la fin de la guerre, vient avec sa facture au gouvernement, $1. Vous voyez, les besoins de l'économie, cette croissance qui est obligatoire. Mais non, on balaye tout ça et on gagne. Lutter pour le climat comme on a lutté contre les nazis. Oui, voilà. Mettre les grands moyens. Et puis quand les nazis, c'était vraiment très désagréable et pas sympathique. Mais la lutte contre le climat pourrait être un magnifique challenge. C'est ce que dit Naomi Klein. Ça pourrait être un magnifique challenge collectif que nous pourrions, qui pourrait être la source de notre vivre ensemble. Jacques Dubochet, merci. Il est optimiste celui-là. Mais il faut, c'est un choix philosophique.